Je dis, quand on me donne un sujet, je m'efforce de m'y tenir, donc je ne vais pas déborder, d'autant que, au titre de l'homme, nous avons déjà entendu cet après-midi plusieurs prises de position tout à fait remarquables, et notamment celle de ma voisine à qui je disais, vous êtes comme le général de Gaulle, vous parlez sans papier. Et en plus, elle a cité, ce qui m'évitera d'y revenir, l'importance que Jean-Jacques accordait dans sa défense des droits des femmes à la défense des droits des prostituées, un sujet visiblement difficile, puisque dans un hommage que j'ai rendu à Jean-Jacques dans les colonnes de l'Association des anciens élèves de l'ENA, on m'a caviardé le passage où j'évoquais son action en faveur de ce groupe social. Alors pourquoi est-ce que l'organisateur de ces journées, pourquoi les organisateurs m'ont demandé de parler de Jean-Jacques Dupéroux, visiteur de prison? Je crois que tout d'abord, il y avait beaucoup de gens, vous les avez entendus ce matin, plus qualifiés que moi, même si j'ai travaillé dans ce secteur et aussi à la revue de droit social, pour parler du droit du travail, pour parler du droit de la protection sociale, notamment dans la dimension où ce droit se déploie dans le registre du droit privé. Mais finalement, l'idée ne m'a pas paru mauvaise. Simplement, pourquoi diable est-elle venue à la tête des organisateurs? Faut dire dans quelles conditions j'ai rencontré Jean-Jacques Dupéroux et combien de temps a duré notre intimité entre 1968 à peu près et il y a une dizaine d'années, où j'en suis encore très triste, mais ça ne m'empêche pas d'avoir gardé pour lui une tendresse infinie. Une sorte de rupture s'est produite à la suite de très longues lettres de lui m'accusant d'élever ma fille dans le malheur. Peut-être que ma plaintivité sur un certain nombre de sujets, la forme de ma plaintivité, offensait sa volonté de croire en l'avenir. Mais j'avais en partie de lui appris à être critique, que je ne pouvais pas m'empêcher de l'être. Il avait été mon directeur des études pendant que je faisais ma scolarité à l'ENA, aux côtés de mon frère, qui était directeur des stages. Et on ne s'était pratiquement pas une sorte de distinction des genres oblige. Je n'ai pratiquement pas fréquenté à cette période. Et puis, vient dans les années 68-70, 3-4 phénomènes qui nous rapprochent sur ce sujet, même si beaucoup d'autres nous ont rapprochés. Le premier, c'est que mon frère, je pense, lui avait raconté, nous avions 11 ans de différence, nous avons été élevés dans un HBM à quelques dizaines de mètres de la prison de la Santé. Mon frère lui avait raconté, c'est pas moi, que quand on exécutait les condamnés à mort du FLN, on entendait la clameur. Et il lui avait raconté aussi qu'un beau jour, dans la cuisine de ma mère, au 3e étage, il n'y avait pas l'ascenseur, et vous savez les fesses sur l'évier, on voit arriver un homme étrange, avec mon frère Gérard Chirac, qui à ce moment-là était très en faveur de l'indépendance marocaine, et puis Rocard, qui était sur les mêmes positions. Et ces gens-là appellent le monsieur qui avait une jambe de bois et une plaquette rouge sur fond blanc de la Légion d'honneur, mon colonel. Et puis il dit qu'il reste parce qu'il ne veut pas redescendre les 3 étages sans ascenseur, il excuse de le relever auprès de moi-même, parce que, bon, il attend qu'on aille chercher les 2 personnes qui, le trio là, allait chercher à la santé, qui étaient 2 futurs ministres du gouvernement marocain. On venait de remettre Mohamed V, le sultan Mohamed, sur le trône, et celui qui avait attendu avec sa jambe de bois dans la cuisine de ma mère était Sibécaille, qui avait perdu sa jambe dans la dernière charge de la cavalerie française contre les panzers allemands. Mais le deuxième élément, c'est que je suis membre, comme on mettait les grouillots de mon espèce tout jeune arrivé dans des corps d'inspection ou dans des grands corps,
On les mettait un peu partout, j'ai fait des tas de choses étranges, mais on m'avait mis dans une commission de réforme de l'administration pénitentiaire. Puis on a visité des prisons, c'était ma première visite des prisons, j'ai jamais été visiteur de prison, mais j'en ai visité d'autres, dans plusieurs circonstances très différentes. Et j'avais été, et je lui raconte, totalement affolé par les agapes que nous avait offert le directeur de prison et l'air terrorisé des prisonniers qui servaient à table. Et puis, troisième chose, là, elle était plutôt positive, c'est que c'était la bonne époque de Delors. J'étais là aussi un grouillot dans son équipe au secrétaire général de la formation professionnelle. Et sous l'influence de différentes personnes, qu'on ne peut pas tout énumérer, sinon on n'en sortirait plus, je persuade Delors et on persuade Chaban-Delmas que la législation de la formation professionnelle, créant notamment des indemnités de formation pour les gens qui entraient en formation, pour qu'ils puissent vivre pendant la formation s'ils interrompaient leur travail, ou à défaut d'en trouver s'ils n'en avaient pas avant, on obtient qu'elle soit versée aux prisonniers qui suivaient les formations. Et ça a donné lieu à un développement assez considérable dans un numéro de droit social, l'un des premiers où j'ai beaucoup fourni. C'était dans les années 71, c'était la loi du 16 juillet 71. Et c'est comme ça que peu à peu nous avons été liés sur bien d'autres terrains, mais son propos sur les questions de prison et sur son activité, ça plus discrètement. Je n'ai pas compris tout de suite pourquoi il était devenu visiteur de prison. Peut-être parce que quelqu'un avec qui il avait des liens d'amitié avait été la première cause de s'engager, mais ensuite il avait largement élargi son champ d'activité de proximité. Comme disait un autre visiteur de prison, mais celui-ci professionnel, l'aumônier général des prisons protestantes, à quoi ça sert, les gens qui visitent les prisons, à écouter, à accompagner, à cheminer, à témoigner. Et alors là, son propos, et je ne peux que l'écourter, parce que la question pénitentiaire, la question de la condition carcérale, est immense. Et je crois que d'autres, à la même époque ou plus tard, compte tenu du décalage dans la chronologie de nos rapports avec Jean-Jacques, ont eu les mêmes confidences. Alors, les premières choses, c'était la question du maintien des liens avec l'extérieur, dedans-dehors, comme dit la revue de l'Observatoire international des prisons. Il dira, et j'y reviendrai tout à l'heure, dans une des rares traces qui restent de prise de position publique, il dira là, il y a deux obsessions quand les gens entrent dans une prison, c'est les permis de visite. Alors, le maintien des relations avec la famille, avec toutes les complications qui résultent de transferts inopinés, de transferts loin des lieux. Raphaël a dit quelque chose qui m'a fait penser à ça, qui sont loin des lieux où la femme, où les restes de famille habitent, travaillent. Et si les horaires de visite sont ainsi organisés qu'elles ne peuvent pas profiter des occasions, surtout quand il y a des horaires complètement baroques, et en plus, il faut qu'elles payent des transports qui peuvent se trouver à grande distance, et elles n'y arrivent pas toujours, c'est un calvaire. Alors ensuite, il parlait bien sûr de la question des ressources pour le détenu ayant une famille, ou pour le détenu, c'est encore pire, totalement seul, que personne ne peut aider, et qui a pour toute solution la cantine. Ne peut même pas se payer de tabac, peut se payer malgré la trousse qui est fournie théoriquement, plus théoriquement, enfin ça s'améliore peut-être aujourd'hui, mais pendant longtemps plus théoriquement que dans la réalité, la trousse d'hygiène. En tout cas, il n'y avait pas de papier hygiénique. C'est à la suite d'un trio de discussions entre Arpaillan, Jean-Jacques et moi, éclairé par quelques considérations venant d'autres visiteurs de prison, Stanislas Mangin, bien connu pour son histoire assez héroïque à différents égards, un ecclésiastique aussi, qu'Arpaillan a été
l'inventeur du papier hygiénique régulièrement pour les détenus. Robert Badinter a dit des choses très intéressantes dans ses derniers livres sur la condition pénitentiaire. C'était beaucoup plus difficile de l'intéresser. Vous me direz qu'il avait déjà à s'occuper de faire aboutir son projet historique sur la peine de mort. Alors ensuite, Jean-Jacques parlait aussi de la santé en prison. Et je n'ai pas prévu précisément, j'attendais ce que diraient Suppiot et Raphaël Baquet, à quel moment j'en parlerai, j'en parle tout de suite. Il faut savoir quand même que plus on a eu d'attachement pour lui, surtout s'il y a eu des moments difficiles, un moment quelconque où si c'est un peu tourné en eau de boudin, ça reste très marquant. Et ça marque d'autant plus d'affection, le souvenir, même s'il a une dimension douloureuse. Il faut savoir quand même que c'était un homme un peu obsédé par les extrêmes, les marges. Prostituée étant pas tout à fait à la marge, bien d'autres choses étant à la marge. L'homosexualité, certaines pratiques sexuelles, la drogue, et puis le suicide. J'ai eu l'impudeur de dire que Jean-Jacques parlait souvent après 80 ans, il ne faut plus continuer à durer. Et qu'en fait, il a passé 80 ans. Mais les suicides, et singulièrement les suicides en prison, dans l'ambiance de contrainte, de violence, d'arbitraire, ça le mettait en transe. D'où l'article cité par Suppiot dans Le Monde, à l'occasion de la commémoration de la Révolution française. Est-ce que la rue d'Ancienne de Hénin n'a pas sucré dans le texte que je lui avais donné? C'est que je pense que s'il a passé les 80 ans, si ce projet à 80 ans, je me flinguerais. C'est qu'effectivement, quelqu'un qui, je crois, est ici, a introduit dans sa vie une dose de sérénité qui est un prodigieux cadeau du sort. Bon, alors il parlait aussi de l'absence de travail, 20-28% suivant les périodes de gens qui travaillent, et qui travaillent dans des conditions de rémunération dérisoire, sans vrai contrat de travail, avec des problèmes dans tous les registres. Les livres de droit du travail parlent de ça, mais on trouve difficilement ou pas du tout d'ailleurs, des références à ces travaux. J'y viendrai tout à l'heure et je dirai pourquoi. Il parle bien sûr de la situation des étrangers, il parlait tout le temps de la situation des étrangers et de leurs familles. Et il parlait de deux autres choses encore. Le travail social en prison, car il avait, dans un lointain passé, avec des hommes et des femmes, plusieurs femmes, exerçant le métier de travailleur social en prison, des extraordinaires à-coups, des convenus qui se produisaient dans l'organisation de leur travail. Ce que j'ai lu par ailleurs, ou que d'autres ont lu ou m'ont fait lire, dans les travaux parfois très significatifs du défenseur des droits, dans les travaux très remarquables de Gilles Robles Delgado, l'ancien défenseur del pueblo espagnol, avec qui j'avais sympathisé quand il était défenseur du peuple en Espagne, et avec qui j'avais visité des prisons en Espagne dans les années 70. Tout cela converge parfaitement, et pas seulement dans notre pays, mais dans d'autres, avec ce que disait Jean-Jacques. Mais alors, est-ce qu'il y a ce matin, parmi les remarquables exposés que nous avons entendus, il y a eu des études de texte faites par des artisans ou des orfèvres de l'étude de texte. Moi, j'ai quasiment pas de texte. Qu'est-ce qu'on trouve? Des choses dont Jean-Jacques a parlé, à moi et à d'autres, mais sous des signatures qui ne sont pas la sienne et avec des références peu nombreuses à ses propos, dans droit sanitaire et à la revue droit sanitaire et social en 1995, en 2009, en 2011, et on trouve finalement un article très intéressant, mais c'est un tout petit bout de l'article, dans la revue du GISTI, droit de plein droit. Il y a dû y avoir un doublon avec un article co-signé par Jean-Jacques et par Xavier Prétot sur le même sujet, sur l'espèce de coup d'accordéon 93-94, deux lois, on supprime les possibilités de protection sociale pour les étrangers en situation irrégulière,
avec une petite réserve, loi 93, pour les étrangers emprisonnés et leurs familles. Et puis, coup d'accordéon, 94, rectificatif dans la revue de plein droit, ah ben non, pour l'étranger qui est en prison, oui, mais même pas pour sa famille, si les membres de sa famille sont en situation irrégulière. Il y avait eu une grande déception, malgré le soutien d'Arpaillange, c'est quand a été votée la loi de RMI, c'est à la différence de ce qui s'était passé pour les indemnités de formation professionnelle, le RMI n'a pas été maintenu aux prisonniers, même isolés, sauf pendant 60 jours après leur incarcération, et aux femmes enceintes ou accompagnées d'un enfant jusqu'aux 18 mois de l'enfant. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Parce qu'il y avait un conseil technique à qui je ne veux pas jeter la pierre, qui par ailleurs des aspects sympathiques, au cabinet d'Evin, qui voulait faire progresser un projet qui a d'ailleurs progressé lentement, mais qui a progressé sur l'extension de la couverture de sécurité sociale aux détenus, et qui pensait qu'on ne pouvait pas faire les deux. Pas faire les deux. Bon, Jean-Jacques ne s'est pas associé, mais il a donné des conseils, au recours que j'ai rédigé. J'ai rédigé beaucoup de décisions, mais pas beaucoup de recours. Au recours que j'ai rédigé de concert avec 3-4 associations de familles s'intéressant aux détenus, l'OPI peut-être, Relais Parents-Enfants et quelques autres. Le Conseil d'État a rejeté, j'en parlais tout à l'heure à monsieur le président de section qui nous préside là, le Conseil d'État a rejeté avec ce qu'est la culture de certains jeunes rapporteurs, dont un me disait naguère quand je présidais la commission centrale d'aide sociale, et à qui je disais, vous êtes un génie, moi j'ai jamais été comme vous, mais ça c'est trop tard pour le devenir. Mais vous avez vu ce que ça recouvre comme problème, et qui me répondait, mais moi monsieur je fais du droit. Bon, et le Conseil d'État a rejeté en disant, mais on les nourrit en prison. On ne leur donne pas de tabac, ça il n'a pas relevé. On ne leur donne pas la possibilité de louer une télévision. S'ils n'ont rien, ils n'ont rien. Ils deviennent les esclaves des autres. C'est là le seul morceau de bravoure que Jean-Jacques Dupeyroux est légué à la postérité quand il a déposé devant l'Assemblée nationale au moment des deux grands rapports à l'Assemblée nationale et au Sénat de 2000. Et c'est là où, pour une fois, il s'est éclaté. Il a parlé du bloc noir, du bloc arabe, de l'asservissement des plus pauvres aux autres détenus, comme les aristocrates embastillés avaient à l'époque de la Bastille leurs domestiques, de l'extrême misère des autres. Là, on trouve encore des traces. Curieusement, il a déposé juste avant moi, je crois, à la commission Canivet sur le contrôle extérieur des prisons. Il était très lié à Canivet. C'est pour ça d'ailleurs que Canivet m'avait convié, je n'avais rien à dire de très original. Mais je n'ai pas trouvé de traces écrites de ce qu'il a dit devant la commission Canivet qui a initié une certaine diversification des contrôles extérieurs aux prisons. Et je m'achemine vers la fin de mon propos, je surveille le mais c'est vaste comme problème. Il y a une interrogation. Pourquoi ce dénonciateur, cette plume acérée, ce talentueux polémiste, ce spécialiste de l'invective inspirée, n'a pas dit, une fois de plus, et plus fort qu'ailleurs, sauf pour le suicide de la Révolution française, en un consterné, c'est pas possible. Les juristes de la société dominante, de l'establishment, comprennent rien à ce qui se passe. Je crois qu'il avait fait le pari là, pas forcément ailleurs, mais là, de ne pas faire d'éclat pour qu'il ne soit pas retenu contre l'action qu'il menait au plus près comme visiteur de prison. Au plus près. Il donnait beaucoup d'argent, il ne s'en vantait pas, mais on finissait par le savoir. Il faisait des démarches que les travailleurs sociaux n'ont pas le droit de faire en prison. C'est les détenus qui doivent les faire, ce qui fait qu'ils se trompent et qu'il peut y avoir ensuite des poursuites pour déclarations frauduleuses en matière de protection sociale. Il mettait en relation avec des avocats. Il essayait d'organiser, notamment avec le Génépi. J'ai eu des élèves qu'il avait eu pour élèves,
et qu'il avait poussé à s'engager au Génépi pour des activités éducatives avant que le Génépi éclate dans le divorce entre les abolitionnistes et les éducateurs. Si Pierre Lurgan était là, on aurait peut-être pu en parler. Voilà, je crois que c'est pour ça. Il s'était retenu pour ne pas gâcher. Mais, bon, il donnait des ordonnances. Bon, lisez San Antonio, lisez Melville, lisez d'Ormesson, ordonnances éclectiques. Il pouvait donner des ordonnances plus spécialisées. Je crois que c'est lui qui m'a dit qu'il fallait que je lise, peu de temps avant que je le reçoive, dédicacé par elle pour d'autres motifs, le livre Raphaël de Dushka Maximovitch, Femme de parloir, où on retrouve l'écho, mais un écho féminin pas du tout plaintif, extrêmement vigoureux. Cette femme médecin, femme de médecin, veuve ou divorcée, je ne sais pas, ce maître visiteur de prison, puis elle finit par épouser un taulard. Alors les épisodes de l'épousaille du taulard, et puis les rapports avec l'administration, les arbitraires, les lettres. Elle m'a écrit comme députée, c'est comme ça qu'on a fait connaissance, en même temps que Jean-Jacques me disait de lire Femme de parloir. Voilà. Je crois qu'on ne peut pas dire plus. Il a fait école encore d'autrement. Une femme qui était dans sa vie il y a très longtemps, ça ne peut pas offusquer celle qui a à ce point illuminé la fin de sa vie. Avait elle aussi des problèmes de membres de sa famille incarcérés. Il l'a poussée à faire, je crois, plusieurs concours, un itinéraire, elle est devenue magistrate, elle s'embêtait, ça peut arriver. Et il l'a poussée à aller faire une activité de coopération dans un lointain pays de l'ancien empire français. Je n'entrerai pas dans les détails, il n'y a pas de raison d'identifier. S'occuper de quoi? S'occuper de la condition pénitentiaire dans ce pays éloigné, où elle a passé un certain temps, et où je pense qu'elle a essayé, dans ce contexte sans doute aggravé, encore que la France ne soit pas exemplaire, elle est condamnée 5 fois par an par la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'est pas toujours en ce moment extrêmement dynamique, un contexte aggravé par le sous-développement ou un passé orageux. Donc Jean-Jacques, il a témoigné, il a fait plus qu'accompagner, il a donné quelques-unes de ses forces les plus généreuses. Il a fait école et il s'est effacé pour la cause, ce qui n'était pas toujours pour lui facile, mais c'était peut-être pas la seule fois où ça lui est arrivé et où, quelle que soit l'indignation vertueuse qu'il habitait, il préférait essayer de cueillir des fruits que de se faire plaisir.